C'est Éric Pouliot-Tisdale qui est là. Alexis avec nous, bonjour. Quoi, Eric? Oui, comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien, et toi? Excellent, excellent. Écoute, on va encore parler d'identité, hein? On s'en sortira jamais, hein? Ben oui, c'est ça. Cette semaine, je voudrais entamer ce sujet-là. C'est que depuis, en 1985, il y a quand même un grand nombre d'individus qui ont regagné leur statut. Et puis ensuite, il y a eu une autre vague 2013-2014. Donc, les 10 C31 et C3 et S3, ainsi de suite. Donc, les gens, dont les femmes qui avaient marié des non-autochtones avaient perdu leur statut et l'ont regagné en 1985. Certains de leurs enfants l'ont regagné, parfois certainement, parfois, c'est-à-dire dans certaines familles, seulement des garçons l'ont obtenu, parfois certaines, c'est des filles. Selon leur âge de Pourquoi? naissance, Pourquoi seulement les garçons? c'était des normes des affaires autochtones selon les âges et le lien familial direct. Donc, c'était encore jusqu'à un certain point discriminatoire. Donc, il y a des enfants qui l'obtenaient, certains ne l'obtenaient pas selon leur âge, leur date de naissance. Ah, ok. Et puis ensuite, en 2013, ceux qui ne l'avaient pas obtenu avec la discrimination de 1985 l'obtenaient. Qu'est-ce qui est très, très, très complexe dans tout ça, c'est l'identité que les gens avaient à ce moment-là. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gens qui, depuis 1985, s'étaient dit, bon, mais c'est résolu, on n'est pas reconnu comme autochtone. Donc, certains de ces individus-là s'étaient, disons, effacés de l'identité autochtone et de la scène autochtone. Parfois, il y avait peut-être aussi une certaine déconnexion avec les familles qui étaient encore enregistrées. Il y a eu certaines froideurs à certaines époques parce qu'on sait que dans plusieurs communautés, en 85, il y a beaucoup de gens qui ont manifesté de part et d'autre parce qu'ils disaient, là, il y a un paquet de nouveaux qu'on n'a pas entendu parler depuis un bout de temps qui vont devenir enregistrés. Qu'est-ce qui va arriver avec nos bénéfices? Tu sais? On les connaît pas, on les a pas vus, là, ils vont réapparaître comme ça. Finalement, le temps a passé, beaucoup de gens ont intégré la communauté et tout ça. Mais de 85 à 2013-2014, c'est quand même une grande période. Et puis là, il y a du monde, une autre génération supplémentaire qui va intégrer la communauté. Alors donc, ça aussi, ça a créé une certaine forme de conflit à l'intérieur même des communautés qui se disaient, bon, mais qu'est-ce qui va arriver avec nos bénéfices? On est une petite population, il y a très peu de fonds alloués pour nous, pour nos bénéfices, pour nos développements et tout ça. Là, il y en a un paquet d'autres qui viennent s'enregistrer. Donc, c'est cette complexité-là vraiment qui a de 85 jusqu'à 2013-2014, puis ça se perpétue encore jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que on peut dire que jusqu'à un certain point, c'est l'État qui a continué, l'administration de l'État qui a continué de gérer sur qui était autochtone ou qui ne l'était pas. Là, évidemment, avec la norme S3 qui va peut-être même entrer certains petits-enfants en tant que membres, ça devient encore plus compliqué parce que là, il y a comme une autre couche de gens qui va s'intégrer à la communauté ou au bénéfice de la communauté. Encore une fois, c'est l'administration d'Ottawa qui décide, encore une fois. Il n'y a aucune participation des autorités autochtones là-dedans. Ottawa décide ça tout seul? C'est-à-dire qu'ils font des tables rondes avec des Autochtones, des consultations. Mais les tables rondes, ça tourne en rond souvent. Et voilà, exactement. Et puis, il n'y a aucun rapport concret qui est sorti disons, des développements de ces tables rondes-là. Et puis, il y a toutes sortes de phénomènes aussi qui entourent tout ça. C'est que les crises identitaires, là, on pouvait voir, moi je suis né en 1973, on pouvait voir beaucoup de monde. Il y a côté identitaire, là, des gens qui n'avaient aucune idée de leur identité. Et puis, il y en a beaucoup qui se sont, disons, révoltés, des gens plus ou moins éduqués dans différentes couches sociales
et à Montréal, en banlieue et tout ça. On sait que, tu sais, il y a un moment donné, il y avait un groupe de beaucoup de skinheads à Montréal et tout ça, des groupes un peu de punk et de skinheads. Mais il y en a plusieurs des adoptés qui étaient à la DPJ à Montréal qui sont devenus des skinheads néo-nazis. Tellement que, pour vous donner une idée un peu de sociologiquement de qu'est-ce qui a pu se passer. Alors donc, il y avait des gens qui un peu en révolte à tout ça, se sont dit, bon, mais je suis plus un Indien à cette heure. Fait que c'est ça. Fait qu'avec la DPJ, des gens... Mais attends, un peu, on pouvait vraiment faire un lien au fait que comme on leur a refusé cette identité autochtone, la révolte fait qu'ils sont devenus skinheads. C'est ce que je comprends bien, Éric? Ça, disons que c'est pas scientifiquement, on peut pas dire que c'est arrivé à plusieurs, tu sais. J'en ai connu, disons, peut-être une dizaine, tu sais. C'est peu représentatif, mais ça donne un exemple. Il y en a beaucoup qui sont devenus des punks, des skinheads, des petits groupuscules, disons, anarchistes, désorganisés, tout ça, qui symbolisaient une grande crise identitaire, tu sais. Comme à l'époque, des gens qui se rasaient le poil et tout ça, là, puis qui savaient plus trop comment gérer leur identité en tant que troisième ou certains même en quatrième génération et tout ça. Mais Éric, est-ce qu'on peut se dire aussi qu'un des problèmes par rapport à l'accueil dans les communautés, c'est que on vit, Femmes autochtones a ce discours-là, notamment, qu'il y a une grande discrimination du fait que on accepte des nouveaux membres, mais le fédéral n'a pas de mesures pour faire en sorte qu'on accepte rapidement ces nouveaux membres avec la carte de statut. Et on n'a pas de financement adéquat qui vient avec ces nouveaux membres-là. On n'a pas une augmentation. Donc, la tarte, elle reste la même dans les communautés. Tu sais, j'ai entendu dire qu'à Mastoyache, il y avait eu peut-être 1 millier de plus de membres d'un coup suite à ces différentes lois-là, mais pas plus de financement. Exactement, c'est ça. Ça aussi, c'est un des gros chaos qui a créé. En 85, déjà, c'était ça le début de la crise, entre autres à STH aussi. Les gens qui se disaient qu'est-ce qui va se passer avec nos budgets. C'était pas très, très clair comment le gouvernement va établir tout ça, ou comment il l'a établi. Puis aussi, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'au niveau de l'identité et tout ça, souvent, ce qui est un peu malheureux, en même temps, on voit qu'il y a beaucoup de ces C31-là et tout ça, de la dernière génération récemment inscrite, qui obtiennent pas mal toutes les subventions universitaires de prêts, de bourses et de toutes sortes de choses comme ça. Puis c'est des gens qui n'ont pas grandi dans le contexte autochtone et qui représentent académiquement le milieu autochtone en grande partie, malheureusement. Ça aussi, c'est très, 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 très présent dans nos institutions universitaires. Les gens qui représentent les Autochtones, en grande partie des C31, S3, etc., qui ont eu leur statut vraiment récemment ou qui allaient aux réserves les fins de semaine ou alors pendant l'été, 1 mois ou 2. Donc, c'est peu représentatif sociologiquement, disons, et philosophiquement. Mais alors, ce que ça fait, Éric, c'est que ça fausse complètement les statistiques et donc la compréhension du milieu et des besoins autochtones. Oui, c'est ça, parce que même aussi, on peut le voir, dans les 5 à 7, disons, des organismes autochtones dans les milieux urbains, on a tendance à faire un agglomérat organisé qui va globaliser toutes les nécessités autochtones variées les unes les autres dans un milieu urbain en ne tenant pas compte des contextes de chaque individu en lien avec sa nation. C'est comme si là, c'est les organismes urbains autochtones de Montréal, puis là, ça devient comme une communauté. Mais chacun a vraiment des particularités. Un peu comme dans nos masses médiatiques aussi, souvent, on fait souvent ça avec les agglomérats des communautés d'immigrants, les mettant toutes dans un même panier, là. Les immigrants de Montréal, les Autochtones en milieu urbain. Mais c'est pas ça, là. Il y a tellement des particularités propres à chacune qui sont souvent mis un peu de côté. Un peu comme souvent, on le voit dans beaucoup d'organismes urbains à Montréal, Québec, Trois-Rivières, souvent une espèce d'agglomération qui devrait être un peu plus personnalisée, comme on a des services particuliers, disons, pour les Inuits dans les hôpitaux à Montréal, quand ils prennent l'avion souvent
de Kuujjuaq, etc., pour venir obtenir des services médicaux. Ils ont des traducteurs de leur langue. Ils ont un système communautaire organisé à Montréal expressément pour les Inuits. Donc, évidemment, je dis pas que c'est pas un bon développement qu'on a jusqu'à date, mais qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que des développements soient adaptés à chaque nation spécifique. Qu'on ait un suivi plus particulier, plus prompt pour chaque individu propre à chaque nation. Et qui correspondrait à la vérité plutôt qu'à ce qu'on souhaiterait pour chacun, hein? Oui, exactement, oui, c'est ça. Parce que je trouve vraiment que c'est très, très bien qu'est-ce qui se passe dans nos développements, disons, universitaires et organismes municipaux aussi, et toutes sortes d'organismes sociaux là, qui sont en train de se développer au niveau provincial. Mais il faut toujours garder aussi en tête qu'il ne faut surtout pas perdre le cap des variantes propres à chaque nation, pas tenter de faire une espèce d'uniformisation que nous sommes ici, les Autochtones urbains, puis que là, c'est comme un nouvel agglomérat qui formerait de nouvelles mœurs et coutumes. Non, pas vraiment. Il faut vraiment garder le cap là, sur les mœurs et coutumes de chacun pour pas tenter justement de faire un agglomérat, pour pas que personne perde non plus ses liens avec ses propres mœurs et coutumes. Ouais, Éric, ce qu'on veut, on peut conclure aussi que l'identité, c'est une chose, mais l'authenticité des identités, c'est autre chose aussi, là. Oui, exactement. Donc, merci beaucoup, Éric. On a encore appris beaucoup de choses. C'est que se metten. À la prochaine. OK, bonne semaine.